Après des résultats en berne en 2024, l'Institut national de la statistique INSEE en France prévoit, dans une note de conjoncture, une économie française en repli pour 2025. Les principaux moteurs de la croissance française, comme la consommation ou l'investissement, sont au rouge. Après 1,1% en 2024, l'INSEE prévoit une hausse de seulement 0,6% du PIB en France pour cette année. Ce taux est inférieur à la prévision du gouvernement qui est de 0,7% et que ce dernier a jugé atteignable en dépit de vives tensions internationales et d'un effort budgétaire considérable qui se poursuivra en 2026. Lentement, la zone euro sort de sa torpeur malgré le retournement des échanges mondiaux avec un réveil de l'investissement notamment, mais l'économie française ne semble pas évoluer au diapason du continent, souligne l'INSEE dans sa note. Alors qu'en 2023 et 2024, l'activité française avait plutôt mieux résisté que dans les autres pays européens, les moteurs tricolores s'essoufflent désormais, développe l'Institut. Or, si l'on remonte un peu en arrière, on se rend compte que la désindustrialisation de la France n'est en aucun cas un éphémère, un phénomène nouveau. Elle a commencé lors de la crise de 1974, soit 5 ans uniquement depuis le départ du général de Gaulle, et ne s'est jamais arrêtée depuis, faisant de la France le pays européen le plus désindustrialisé des 50 dernières années. Si en 1972, la part de l'industrie manufacturière française dans le PIB était de 19%, alors en 2000, elle était déjà de 9%. Et il en est de même pour la part des emplois du secteur industriel, 37,4% en 1982 et seulement 13,3% en 2020. La spécificité du secteur industriel moderne de la France et de sa capacité de production et que cette dernière est dans une dépendance directe extrêmement grave vis-à-vis des approvisionnements étrangers en matières premières critiques, matières premières stratégiques et ressources énergétiques. Or, en violant grossièrement les règles de l'OMC, les autorités françaises actuelles provoquent des mesures de rétorsion de la Russie et de la Chine à l'hostilité de la France, ce qui aggrave évidemment la situation. Alors, en quoi les politiques actuelles des différents gouvernements français sont ontologiquement inappropriées, voire complètement défaillantes? Au service de qui sont-elles appliquées? En quoi les 30 glorieuses de De Gaulle sont-elles une source d'inspiration pour faire face à la situation actuelle? Encore une fois, toute mesure gardée. Pour discuter de toutes ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Monsieur Renaud Bouchard, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Cher Kamal, chers auditeurs, bonjour à mon tour. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, dans le détail de la note de l'INSEE, après plus 0,1% au premier trimestre, une hausse de 0,2% du PIB lors de chacun des 3 trimestres suivants est prévue. L'Institut a toutefois prévenu que sa prévision était sujette à d'importants aléas, tels que la versalité de Washington sur les droits de douane, l'impact du conflit Iran-Israël sur le prix du pétrole, le rythme de la reprise allemande ou les futures coupes budgétaires en France. Donc, ma question, c'est quelle est votre estimation de la situation actuelle de l'économie et de la société française? Et donc, et la deuxième, à en croire donc les conclusions de l'INSEE, nous avons l'impression que les problèmes de l'économie française sont le fait de facteurs extérieurs et jamais liés aux politiques gouvernementales. Qu'en pensez-vous? Je ne voudrais pas, cher Kamal, chers auditeurs, enfoncer des portes ouvertes. Il s'agit en fait d'une situation
qui est connue depuis très longtemps en France. Elle est connue aussi bien des hommes politiques, des dirigeants de notre pays, que de toute une population qui réfléchit, qui écrit, qui pense et qui a parfaitement compris, en fait, en réalité, à quelle sauce elle était traitée dans les arrière-cuisines politiques, quels que soient, en fait, les ministères qui se succèdent les uns les autres ou les politiques économiques telles qu'elles sont annoncées. Là, pour répondre à votre question, en fait, mon estimation de la situation actuelle de l'économie de la société française, j'apprendrai à personne. En fait, c'est un pays qui est actuellement malade, hein. Il y a des parties de ses membres qui vont très bien, d'autres qui vont très très mal, mais dans l'ensemble, l'état de santé n'est pas très bon. Et si l'on voit par exemple les conclusions de l'INSEE que vous avez citées, euh, pour répondre à votre question, quand vous dites que l'impression que les problèmes de l'économie française sont le fait de facteurs extérieurs et jamais liés aux politiques gouvernementales, en réalité, ce sont les deux. Parce que il y a des facteurs extérieurs, des facteurs intérieurs, ça c'est Indéniablement, certain, bien sûr, bien sûr. qui Et touche tous quand les on voit pays, les, pas uniquement la France. voilà. Mais quand on voit, par exemple, les facteurs extérieurs, il faut voir une chose, c'est que la France est encore, et ce qu'elle a toujours été, une puissance moyenne qui se trouve liée maintenant dans d'autres circonstances, dans d'autres relations, qui, aussi bien à l'international que dans la situation nationale, lui pose de très sérieuses difficultés. À l'absence, comment dire, dans ces relations internationales, ce sont tout d'abord son inscription dans, comment dire, ce qu'on appellera pudiquement l'Union européenne, qui est une structure qui a évolué, je vais dire, qui a mal tourné, je dirais d'une certaine manière, et qui, avec des origines qui pouvaient être extrêmement intéressantes et qui pouvaient laisser présager d'un avenir radieux, se tourne aujourd'hui tout simplement contre les nations européennes elles-mêmes et qui en fait nous joue pas dans les intérêts respectifs favorables de chacun des pays qui la composent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, vous dire, qui est en train d'apparaître, c'est tout simplement, à l'échelle internationale, une absence criante de souveraineté nationale de la France, bien évidemment, qui l'empêche en réalité de se défendre normalement et de, j'allais dire, de pousser plus avant ce qui pourrait être ses intérêts immédiats, en ce sens qu'elle n'est pas aidée justement par cette Union européenne et qu'elle doit se battre avec une main liée derrière le dos contre des adversaires qui ne lui veulent pas que du bien. Simplement, vous savez que si on monte sur un ring de boxe, il faut savoir se battre et être capable de prendre des coups. Alors, nous prenons des coups, mais nous avons du mal à les rendre. Et en réalité, il y a des règles du jeu qui ne sont même plus respectées. C'est ce que vous évoquiez à l'instant dans votre présentation en disant tout simplement que en violant grossièrement les règles de l'OMC, je le dis pour nos auditeurs, il s'agit de l'Organisation mondiale du commerce, les autorités françaises actuelles provoquent des mesures de rétorsion de la Russie et de la Chine à l'hostilité de la France. Sur des violations très caractéristiques, on voit par exemple comment, sans réaction, je vais dire l'Union européenne que je citais à l'instant, n'a pas hésité, en violation en fait de pratiques internationales, à se comporter de manière je vais dire véritablement comme des voyous, par exemple en gelant des avoirs extérieurs qui appartiennent à la Fédération de Russie. Ces choses-là ne se font pas. Voilà. Et ces choses-là ne se font pas et vont déclencher très probablement des mesures de rétorsion qui se retournent tout simplement déjà contre nous. Ça, ce sont des règles, comment dire, qui doivent être respectées. Même si on voit dans l'ordre international un désordre absolument sympathique ou absolument terrifiant, c'est selon, il y a des règles de base qui font qu'en fait, on doit quand même respecter les règles de droit, même si ce sont des constructions juridiques. Or, nous ne le faisons pas. Et les politiques gouvernementales, j'allais dire telles qu'on les mène en place en France, quand on voit par exemple les problèmes de l'économie française, alors il y a les facteurs extérieurs que vous évoquiez, et quant aux politiques gouvernementales intérieures, c'est tout simplement que nous avons des gens qui, à la tête de notre pays, soit ne prennent pas en considération les, comment dire, les problèmes qui sont spécifiques à la France, soit ne veulent pas les prendre en considération, et tout simplement s'accrochent à des règles
extérieures, qui sont par exemple celles imposées par l'Union européenne, où maintenant tout le monde a le regard retourné vers Bruxelles quand il s'agit de présenter un nouveau budget européen. Est-ce que ça va être, ou un budget national, est-ce que cela va être accepté ou non? Ce n'est absolument pas digne et absolument pas sérieux pour un pays qui décide tout simplement d'essayer de remonter une pente qui est difficile et avec des problèmes qui sont déjà vieux d'une cinquantaine d'années, disons bien les choses. Donc, on connaît parfaitement les causes, on sait exactement ce qu'il faudrait faire et les mesures ne sont pas faites. Elles ne sont pas faites parce que de l'extérieur, ben, l'Union européenne nous empêche de prendre des décisions qui Mhm. sont très importantes. Je pense par exemple en matière d'énergie, voilà. Et puis à l'intérieur, ben, vous avez des gens qui jouent tout simplement le parti, j'allais dire, de l'étranger. Je reviens en fait sur ce que vous disiez à l'instant dans la présentation de votre sujet, c'est que en quoi les politiques actuelles des différents gouvernements français sont ontologiquement inappropriées, voire complètement défaillantes. Et la réponse est là. Au service de qui sont-elles appliquées? Je dirais, mais pas tout simplement au service de la France, au service d'intérêts extérieurs. Voilà. Et c'est vraiment D'accord. la situation qui est en fait un peu catastrophique. D'accord. Alors, pour aller un peu creuser un peu plus dans le fond ce sujet, alors regardons par exemple l'aspect industriel. Alors, concernant les investissements, ceux-ci donc continueraient de se dégrader, mais moins fortement. Donc, l'INSEE dit que c'est 0,5% après moins euh, 1,3%. Notablement donc chez les entreprises, moins 0,8% et les ménages, moins 0,6%. La construction de logements neufs montrant des signes donc de reprise. Les investissements des administrations publiques passeraient en territoire négatif, moins 0,06%. Les entreprises verraient par ailleurs leur situation se dégrader, euh, pâtissant de taux d'intérêt plus élevés pour leurs nouveaux crédits et pour les plus grandes d'entre elles d'une surtaxe prévue au budget de 2025, chose qui est visible quand le PIB n'avance pas. C'est la solution facile que pas uniquement la France, hein, beaucoup d'États se disent, voilà, on va aller piller là où il y a de l'argent. Alors, qu'en pensez-vous et est-ce que les raisons du déclin économique de la France sont essentiellement dans son secteur industriel et de construction? Parce à vrai dire que c'est ça le moteur de l'économie. Et puis, quid du budget astronomique de fonctionnement hein, de l'État, générant l'essentiel de la dette publique, qui s'établit aujourd'hui à près de 3 350 milliards d'euros, et du déficit commercial et de la balance aussi des paiements. Euh, les raisons du déclin économique français, il y a déclin et déclin. Je dirais qu'il y a des pans industriels entiers qui disparaissent parce qu'ils sont devenus totalement obsolètes. Il y en a d'autres qui disparaissent parce que tout simplement, ce sont des choix de politique économique qui fait que on a décidé de les orienter dans tout autre domaine, par exemple les énergies renouvelables, la décarbonation, ça c'est extrêmement discutable, voilà. Et la construction, ben évidemment, oui, oui, ça c'est un très gros problème. On connaît l'adage, hein, quand le bâtiment va, tout va. Mais bon, les raisons du déclin économique elles ne reposent pas essentiellement sur, comment dire, sur ces éléments-là. Il faut Mhm, nuancer. Parce que dans le secteur industriel, il y a des choses qui fonctionnent très très bien. Si vous voyez par exemple des prises de participation ou des créations en technologie ou autres qui sont faites en France justement en matière nucléaire, dans le biologique et autres, ça ce sont, je vais dire, ce sont des capacités d'innovation qui sont réelles. Il faudrait que j'entre dans le détail. Je vous ferai la note que vous souhaitiez me demander à ce sujet-là, je le préciserai. Euh, le vrai problème, en fait, je résume, c'est que c'est la menace d'enlisement économique durable et conflictuel que l'on connaît maintenant depuis des années, qui sont que les attentes collectives augmentent avec la transition écologique qui est plus ou moins comprise par tout le monde, la défense nationale, la sécurité, les services publics, le pouvoir d'achat. Et en réalité, pour résumer sur cette question-là, je dirais que la croissance économique est actuellement trop faible pour y répondre. Et le, le-
le supplément de PIB, produit intérieur brut, dégagé chaque année en France, c'est un chiffre que j'ai ici sous les yeux, je vous le cite, là, il est de 30 milliards d'euros, alors que les seuls besoins annuels d'investissement supplémentaires sont estimés à plus de 100 milliards d'euros. On voit bien que si vous faites, D'accord. si vous vivez de la même manière, j'allais dire, dans une économie ménagère privée, on ne peut pas dépenser plus qu'on gagne, hein. Et Ouais. quand on voit la politique de l'offre qui a été initiée il y a un peu plus de 10 ans en France, qui sont la baisse des charges, le droit du travail, la fiscalité du capital, mais tout ça a freiné la perte de compétitivité et a enrayé la désindustrialisation. Mais en même temps, en laissant dériver les déficits publics, elle bute désormais sur la menace de ce que j'appellerais un effet boule de neige, qui est l'augmentation du déficit, de la dette, des charges d'intérêt et de ce déficit. Et le conflit entre objectifs souhaitables et moyens insuffisants conduit à des débats sans issue et à une politique économique erratique, comme on peut le voir là actuellement. Alors, cette dette dont je vais dire, on fait peur avec, c'est ce que disait l'économiste Jacques Sapir, notre ami Jacques Sapir, dans un entretien récent qu'il a donné au magazine Front Populaire. Il dit, il faut bien comprendre ce que c'est qu'en fait la dette de la France. On fait peur aux gens avec la dette de la France. On dit aux gens, il va falloir que vous travaillez parce que vous avez trop dépensé. Non, non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Ce ne sont pas les Français qui ont dépensé, ce sont des gens Absolument. qui ont vécu au-dessus des moyens des Français. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Les gens, en fait, ne vivent pas très bien en France. Il y a actuellement Mhm. 15 millions de personnes qui viennent d'entrer sous le seuil de pauvreté. C'est quand même 15 quelque millions, chose ouais. d'extraordinaire. C'était Mhm. comme dans les années 1930, où, comment dire, la Russie soviétique se moquait des États-Unis en disant comment dans un pays aussi riche que ça, il peut-il y avoir des pauvres? Eh ben, il y avait des pauvres et on a connu, on a vu ce que c'était que la crise de, comment dire, de 29 et les suites. Mais en France, c'est exactement pareil. Il y a des pauvres, il y a 15 millions de pauvres. Mais il y a aussi des gens qui vont très bien. Et comment dire, actuellement, par exemple, quand on voit l'économie française qui, comment dire, qui détruit des postes salariés de tous les côtés, je sais que vous allez venir sur cette question-là, on se rend compte d'une seule chose, c'est que le véritable problème, c'est l'impossibilité de, comment dire, de créer des richesses. Et pour créer des richesses, il faut tout simplement donner aux gens la possibilité, comme l'envie d'en créer. Il faut réduire un système fiscal qui est devenu totalement démentiel. On est en train de passer en fait la tondeuse de tous les côtés à essayer de trouver le moindre euro qui peut encore se promener. Il faut permettre en fait j'allais dire, je prends ici une image que vous connaissez, c'était celle du dirigeant chinois Mao Zedong qui disait que 100 fleurs s'épanouissent. Il faut donner en fait une possibilité, une libéralisation économique complète pour lâcher les forces industrielles qui peuvent, j'allais dire, et les forces, comment dire, naturelles qui peuvent comment dire, s'élancer pour pouvoir créer de la richesse de tous les côtés. Et j'arriverai au pouvoir, je vais vous dire ce que je dirais. Je vais faire en sorte de vous donner les moyens de vous enrichir. Car si vous vous enrichissez, vous enrichirez votre pays. Et en enrichissant votre pays, vous vous enrichirez vous-même. Toute la question est là. Et alors, quand Ouais. vous évoquez l'essentiel de la dette publique, on voit par exemple la création ou la mise en place extrêmement difficile, et qui va rater d'ailleurs, du budget 2025, on voit très bien qu'en fait, le véritable problème, ce sont les scénarios économiques et budgétaires d'ici 2030, qui sont le scénario tendanciel qui se traduirait par une croissance moyenne et un déficit public encore supérieur de 5 points de PIB en 2030. Et alors là, la dette publique atteindra 130% du PIB. Il est évident qu'aucun des 130%. 30%, aucun des problèmes actuels ne sera résolu. Et le scénario d'une forte baisse des dépenses publiques, alors là, on dit l'hypothèse serait de 1,5% du PIB, soit 45 milliards d'euros, qui amorcerait un recul du déficit public et qui conduirait aussi l'économie à une période déflationniste et récessive et à une croissance moyenne de 0,5 par an sur la période de 2025-2030. Et alors là, l'écart entre les attentes collectives et les ressources disponibles augmenterait. Et enfin, l'éventuel scénario du choc fiscal qui aurait des conséquences économiques plus défavorables et qui irait à l'encontre d'une économie, comment dire, d'un compromis social de la croissance. Je vais vous dire très exactement ce qui va se passer. C'est qu'à partir du moment où vous avez une pente qui est glissante, vous n'allez plus l'arrêter. Et là, actuellement, il y a encore énormément de richesses en France, hein, qui peuvent être Mhm. mobilisées, mais je vais dire, les gens vont finir par se rendre compte que les choses tournent mal. Et vous connaissez la phrase comme moi, c'est qu'un pays qui fait encore 3 repas par jour ne fait pas de révolution. Mais là, on en est à 2 repas et demi.
Voilà. Ça Mhm, devient très compliqué pour beaucoup de gens. Vous savez, il y a actuellement à Paris, à la manufacture des Gobelins, une très belle exposition qui est consacrée au sacre du roi Charles X, qui fut le dernier mhm, roi de France. Et Charles X, en fait, a été emporté en juillet 1830 par 3 jours d'émeutes qui ont été les Trois Glorieuses. Ça s'est terminé d'un seul coup. C'est un pays qui est encore capable de faire des révolutions, mais qui est actuellement tenu parce que une révolution, on sait comment ça démarre, on ne sait pas trop comment ça s'arrête. Mais là, absolument. actuellement, on voit bien qu'on est en fait comment dire, un scénario de bricolage absolument terrible. Or, chacun a compris qu'il existait en fait quatre moyens, quatre scénarios de croissance souhaitables et possibles pour la France. C'est le renforcement de la productivité par la recherche publique et privée, et ça, c'est la diffusion de l'innovation, la montée en compétences, la simplification réglementaire, le soutien ciblé au secteur technologique, ça on sait faire. Et on a les gens pour le faire. Et on a même encore l'argent pour le faire. La mobilisation de l'épargne privée en créant des fonds d'investissement à capital garanti, là il s'agit comment dire, d'attirer une part suffisante de l'épargne des ménages vers le capital risque, le financement des entreprises de croissance. Là il y a 100 milliards d'euros qui peuvent être modifiés, mais qui peuvent être mobilisés. Mais mobilisés pas confisquer, mobiliser. Si vous dites aux gens, vous allez investir avec une garantie étatique sérieuse, vous allez retrouver en fait en réalité plus que vous avez ce que vous avez mis sans imposition, là les gens vont marcher. Et puis augmenter la qualité, la quantité du travail. Je dirais que en France, le volume total d'heures travaillées peut être augmenté à la fois par un ajustement de la durée moyenne du travail et par un nouveau relèvement progressif de l'âge de départ effectif en retraite. Mais ce qui contribuerait à la fois à l'équilibre du système de retraite et à la croissance. Mais il faut laisser aux gens le soin de choisir. Vous avez des populations en France qui sont fatiguées parce qu'elles sont usées psychologiquement, physiquement. Tout un tas de gens qui ont commencé à travailler à l'âge de 14 ans et qui n'ont qu'une seule idée, c'est de s'arrêter maintenant. Mais pas de s'arrêter tout en sachant que 3 mois après leur arrivée à l'âge de la retraite, elles mourront. Non, c'est pas ça. Il faut poser l'avion très tranquillement. Et ça, on peut le faire, ça. Mais Et c'est, donc, comment dire, quand vous dites, Renaud Bouchard, quand vous dites qu'on peut le faire, donc finalement, ce n'est pas les ressources ni humaines ni matérielles qui manquent, c'est un problème politique. mais c'est essentiellement un problème politique. Vous avez parfaitement compris, Kamal. Vous avez compris. Et le dernier point, c'est l'investissement dans la nouvelle industrialisation, hein. Elle est partout. On accélère les investissements dans tous les secteurs d'avenir. Et c'est pas simplement la décarbonisation, la digitalisation et autres, hein, ni même le contexte de la défense et du réarmement, des économies de réarmement. Franchement, j'allais dire, on entre dans une impasse là. Mais mais mieux positionner la France sur les chaînes de valeur mondiale, c'est extrêmement faisable. Regardez ce qui se passe actuellement au Brésil avec la réunion des BRICS. Mais la solution est sous nos yeux en France. Vous commencez par lever unilatéralement toutes les sanctions imbéciles qui ont été prises à l'encontre de la Fédération de Russie. Vous déclarez officiellement que vous vous êtes trompé. Voilà. Et puis vous changez d'équipe gouvernementale. Quand je dis changer d'équipe gouvernementale, c'est qu'on envoie en prison tous les gens actuels. C'est-à-dire, ils ne participeront pas à la solution des problèmes qu'ils ont créés. Je Mhm, suis très vindicatif dans ce que je dis, mais c'est la mhm. réalité. Vous avez des gens qui sont là, qui ne sont mus que par l'unique désir de durer encore. Nous avons D'accord, actuellement un Premier ministre en France qui a été commissaire au plan. Enfin, pas commissaire au plan, il était au plan dans ce qu'il en restait. Mais c'est un garçon extrêmement charmant, il est lettré, il est très cultivé et tout. Il n'est pas à sa place. Vous avez un chef d'État à l'heure actuelle qui passe pour un clown à l'international et qui est unanimement détesté en France. Voilà, voilà la d'accord. situation. OK. Alors, côté emploi, Renaud Bouchard, le Ah taux de oui. chômage devrait remonter, selon donc l'INSEE, à 7,7% en fin 2025, contre 7,4% actuellement. Vous me direz hein, si vous êtes très d'accord avec les chiffres qui sont avancés. Alors, Je les lis, hein, je les connais comme vous, mais sans les avoir vérifiés, donc, hein. l'emploi, dit l'INSEE, l'emploi salarié s'est nettement retourné depuis 2 trimestres. L'économie française détermine plus de 120 000 postes salariés.
et qui prévoit aussi, l'INSEE prévoit aussi, au total environ 210 000 emplois salariés seraient perdus en 5 trimestres, donc à fin 2025. Selon l'INSEE aussi, la faible croissance française en 2025 aurait pour corollaire donc de faire reculer de 1,3% euh, les émissions de gaz à effet de serre. Moi, ça m'a fait rire un peu. Parce que normalement, on devrait s'en inquiéter enfin, enfin. Alors, sans relance, la question sans relance de l'industrie, de l'agriculture et la levée des sanctions internationales à l'égard de la Russie, peut-on prendre le gouvernement au sérieux quand il parle de lutter contre le chômage? Bah, écoutez, je vais vous faire une réponse abrupte. C'est une réponse négative. Non, 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 pas du tout. Il y a qu'à regarder. Vous avez chaque chambre de commerce, chaque tribunal de commerce en France, partout. Vous avez des zones entières qui sont totales. Vous pouvez traverser la France, cher Kamal, mais vous verrez des villages entièrement fermés. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus du tout d'activité industrielle, il n'y a plus rien. Et on voit qu'il y a eu quelque chose. Vous avez des hangars, voilà, vous avez des machines agricoles qui sont là, vous avez en fait des petites industries, tout ça c'est fermé. Voilà. Et vous avez en fait des dépôts de bilan des entreprises. C'est très compliqué de lancer une entreprise. Il faut passer le fameux cap des 4 ans, voilà, à peu près, pour que, j'allais dire, tout fonctionne bien. Il faut avoir des, comment dire, des employés, il faut les payer, il faut réussir à vendre, à réussir à produire, il faut avoir des concours bancaires, il faut... Et tout d'un coup, vous avez, parce que vous avez une fiscalité qui a complètement dérapé, un changement technologique, quelque chose, tout d'un coup, hop, tout s'arrête. Mais un emploi qui est perdu, c'est 4 personnes qui sont ruinées. Ce sont des familles qui sont derrière. Et lorsqu'on voit, Absolument. par exemple, 210 000 emplois salariés qui seraient perdus en 5 trimestres, s'il y avait, par exemple, 210 000 emplois salariés perdus sur, par exemple, je ne sais pas, 2 ans, parce que vous avez un renouvellement des structures industrielles, vous avez des gens qui décident dans des entreprises, jusqu'à présent, on fabriquait tel ou tel article et on décide d'en faire un autre. Voilà, il peut y avoir en fait de la perte d'employés au passage, des gens qui vieillissent, qui décident d'aller ailleurs, ces trucs-là. Ça, on comprendrait. Mais en 5 trimestres, c'est absolument dramatique. Et ça, je veux dire que c'est qu'un je veux dire, c'est qu'un début, ça. Voilà. Et alors, quand vous riez, mais moi aussi, je ris, moi, les émissions de gaz à effet de serre, très sérieusement, mais, soyons sérieux, quoi. Il faudrait parler d'autre chose, quoi. Ça va pas. Et quand on voit, quand vous dites sans relance de l'industrie de l'agriculture, la levée des sanctions internationales à l'égard de la Russie, mais je dirais la levée des sanctions internationales à l'égard de la Russie, mais je suis pour. Est-ce que vous vous rendez compte que l'Europe de l'Ouest, voilà, pas toute l'Europe, hein, parce que vous avez des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, nous nous sommes complètement liés les mains avec nos pseudo-amis américains, voilà, qui nous vendent de l'énergie. Un pays qui n'a pas d'énergie est un pays qui meurt, voilà. Et là, Absolument. actuellement, nous avons, euh, nous avons, comment dire, à 2000 kilomètres de, comment dire, de la France, pas un pays, nous avons un continent entier. Un continent entier qui est la Fédération de Russie, avec toutes les républiques, avec toute l'Eurasie, avec tout. Là, c'est gorgé de matières premières. Il y a tout. Je veux dire, conduisons-nous correctement et vous verrez que nous aurons en fait les effets du bon commerce et que, j'allais dire, comment dire, les gazoducs, comment dire, les pipelines, tout ça, ça va, comment dire, ça va refonctionner sans absolument aucun problème. Voilà. Je crois beaucoup à la, comment dire, à la validité, comment dire, à la conduite normale et vertueuse dans les relations internationales, même si tous les coups sont permis. Mais Mhm. je veux dire, à partir du moment où vous vous liez vous-même par rapport à, comment dire, à d'autres pays étrangers qui ne sont pas vos amis, vous mourrez. C'est Absolument. très simple. Et le cas justement de la dépendance énergétique, de ce problème énergétique, en particulier depuis la destruction des gazoducs russes, le montre humblement à toute personne un tant soit peu sérieuse qui voudrait analyser la situation. Donc, et là, nous allons justement consacrer, à ce que on a annoncé dans la présentation de sujet, cette deuxième partie de l'émission
à la politique de De Gaulle de reconstruction et de ce qu'on a appelé, donc le résultat, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, et essayer de comprendre qu'est-ce qui a donc engendré cette politique, sur quel principe la politique de Gaulle était basée, et qui a fait de la France l'une des grandes puissances industrielles, scientifiques, technologiques et même militaires du monde. Et est-ce qu'il y a possibilité de réimplémenter ces solutions aujourd'hui? Alors, sous la direction du général de Gaulle, la France a connu un développement économique gigantesque grâce donc à la mise en place d'une souveraineté économique, alors que le contexte était des plus compliqués à la sortie de la guerre. Alors, la première question, Renaud Bouchard, quels sont les piliers de cette souveraineté économique gaulienne? Cette expérience peut-elle nourrir la réflexion contemporaine en servant de référence au gouvernement totalement acquis aux thèses du néolibéralisme, incontestablement en faillite, pas uniquement en France, mais pratiquement dans tous les pays qui ont adopté cette idéologie? C'est une, euh, c'est une excellente question. Je dirais que les piliers de la souveraineté économique gaulienne que vous évoquez, ce sont en fait en réalité les éléments constitutifs de la planification telle qu'elle a été mise en place après 1945 en France. Euh, 1945, il n'y a pas que la France, il y a toute l'Europe qui est complètement en ruine, disons les choses clairement. Et ce qui est l'immense avantage, c'est que d'une certaine manière, il y a tout à reconstruire et tout à refaire, avec une industrie qui n'existe plus, des finances qui ont été extrêmement fragilisées, il n'y a plus rien. Et les piliers en question, c'est en fait c'est la planification française comment dire, de ce qu'on a appelé le commissariat au plan, qui en fait trouve ses racines dans le régime qui a, comment dire, précédé comment dire, le régime politique d'après 1945, qui était celui du régime de Vichy. Voilà, et qui est une planification qui est extrêmement moderne, qui trouve ses racines déjà dans les années 30 et qui est une planification qui est à la fois indicative et incitative, à la différence de la, comment dire, de la planification soviétique. Et ce Mhm, que l'on a mis en place, qui a été le commissariat général du plan, s'est appuyé sur deux organismes de prévision dont vous avez cité les noms à vos auditeurs tout à l'heure, qui étaient l'INSEE, l'Institut national de la statistique économique, et les services d'études économiques et financières du ministère des Finances. Et c'est ce qui, sous ces éléments-là, avec les hommes qui étaient derrière, qui ont fait de la planification française l'expérience originale que l'on connaît et qui constitue l'aspect le plus singulier, le plus spécifique de l'action de l'État pour réellement domestiquer le marché en se bornant à donner des objectifs quantitatifs ou qualitatifs qui ont été définis d'un commun accord entre les partenaires sociaux, de telle sorte que le plan a tenté, avec succès, d'orienter les investissements dans les secteurs prioritaires pour la croissance. Voilà. C'était, pour reprendre le nom d'un des commissaires au plan, un réducteur d'incertitude. Et je vais juste entrer en fait dans le détail, comment dire, pour montrer quels étaient les piliers de cette souveraineté économique pas seulement voulu par le général de Gaulle, il l'a développé un peu après, parce qu'il est arrivé un peu après, c'est que ce sont en fait l'objet et le dispositif du plan, c'est tout d'abord le premier plan de modernisation et d'équipement et les moyens d'en assurer l'exécution sont les suivantes. Il s'agissait tout d'abord, dans le premier plan de modernisation et d'équipement, 1947-1950, d'assurer un relèvement rapide du niveau de vie de la population, et tout d'abord de trouver une alimentation. Voilà, de moderniser, d'équiper les activités de base, car tout était détruit, hein, les houillères, les mines de mhm, charbon, mhm, l'électricité, la sidérurgie, le ciment, le machinisme agricole, les transports, les voies ferrées, les ponts, les locomotives, voilà.
moderniser l'agriculture, qui était une agriculture paysanne ancienne, et d'affecter à la reconstruction le maximum de moyens en tenant compte des besoins des activités de base. On modernise l'industrie des matériaux de construction, celle du bâtiment, des travaux publics avec des nouveaux aciers, des nouveaux bétons, des nouvelles architectures. On a reconstruit entièrement des villes tout à fait modernes. Vous avez en France, par exemple, la ville du Havre, qui est peut-être la plus belle ville soviétique d'Europe. Hein, c'est une très très belle comment dire, architecture qui a été voulue par l'architecte Perret. C'est à voir, hein, ça n'a pas vieilli, ça, en tout cas, ça a très très bien vieilli. Vous pouvez moderniser, développer les industries d'exportation pour assurer en 1950, avec succès d'ailleurs, l'équilibre et la balance des comptes. Et en fait, avec tout ça, qui a constitué une très bonne base de départ, on a pu entreprendre dans une seconde étape la transformation des conditions de vie et de logement. Et alors, ça a été le premier plan, je vais vous les donner, là, qui ont été Mhm. le plan Monet de 1946 à 1952, puis ensuite le plan Hirsch, qui lui, de 54 à 57 va coïncider avec les dernières années de la, comment dire, de la quatrième République. C'est toujours des objectifs quantitatifs en matière de production, les secteurs pris en compte étant plus élevés. Mais alors maintenant, on passe aux investissements publics, aux équipements scolaires et hospitaliers, on construit les hôpitaux. Voilà, ce sont comment dire, des équipements, des planifications pluriannuelles. Voilà, et puis ensuite, on passe à, comment dire, aux ressources matérielles et humaines. Enfin, voilà. Et vous, jusqu'au troisième plan qui va être de 58 à 1961. Alors là, on est vraiment dans le gaullisme, là, c'est-à-dire c'est l'ouverture de la France, l'ouverture des frontières et l'entrée de la France dans le marché commun avec le traité de Rome en 1957, le développement de la guerre d'Algérie et les tensions inflationnistes qui vont l'accompagner, et puis l'arrivée imminente à l'âge de l'activité de jeunes nés au cours du baby-boom de l'après-guerre, et l'élaboration du troisième plan lié au redressement du pays et de l'État voulu par De Gaulle est marquée aussi par deux changements significatifs. L'utilisation d'outils particuliers qui est le langage de la comptabilité nationale pour formuler un objectif de croissance de la production intérieure brute, pour tester la cohérence interne des chiffres du plan, c'est vraiment des modèles économiques, et puis ensuite l'introduction d'une dimension prospective grâce à des projections à long terme dans les travaux de planification. Et ça a été, j'allais dire, un succès en 1959, le plan de stabilisation de Jacques Rueff. Voilà. Alors c'est un redressement qui s'est fait beaucoup plus rapidement que prévu, comme vous le savez, mais au prix d'un Mhm. ralentissement de la croissance, une grande partie effacée par un plan intérimaire en 60-61. Et puis alors voilà que comment dire que le quatrième plan, 62-1965, l'économie française est engagée dans un régime de croissance soutenue. C'est-à-dire qu'en fait, la France passe enfin d'une situation de pénurie, il y a quand même eu des tickets de rationnement très tard, hein, à une Oui, oui, oui. relative abondance, et c'est l'apparition de la consommation de masse. C'est-à-dire que maintenant, comment dire, les gens ne s'en souviennent plus en France, mais c'est l'arrivée en fait des voitures. On peut s'acheter non plus une 2 chevaux, mais une 4 chevaux, une 403. Hein, c'est les modèles Peugeot qui sont un peu partout. C'est l'arrivée de la télévision. Voilà, les gens n'avaient pas tous la télévision. Ils avaient la Mhm. radio, mais ils ont maintenant la radio et la Mais, télévision. mais ce que vous décrivez, Renaud Bouchard, c'est que ces plans, justement cette politique-là de reconstruction, qui trouve un peu l'origine de sa philosophie dans le programme du Conseil national de la résistance, Exactement. euh, donc c'est en fait, il est diamétralement opposé, parce que là, vous parlez uniquement d'économie physique, vous parlez uniquement d'économie réelle. Elle est diamétralement opposée à l'idéologie néolibérale qui pense accumuler de l'argent et puis on s'en Mais fiche s'il y a développement pour la société ou non. Mais oui, et c'est ce qui a fait la force, en fait, en réalité, comment dire, c'était l'attachement du général de Gaulle et du gouvernement à ce qu'il a appelé, souvenez-vous de ce mot très célèbre, l'ardente obligation de la planification, qui était un moyen privilégié pour l'État d'afficher, d'affirmer des choix de politique économique destinés à bénéficier aux gens, aux populations. Alors, on a utilisé des innovations de procédures qui ont eu ont eu pour objet de renforcer, et là je pèse vraiment mes mots, c'est l'atmosphère consensuelle autour du plan. C'est-à-dire que tout le monde comprenait que ça servait à quelque chose. Ça a été la création du Conseil supérieur du plan, la consultation du Conseil économique et social sur les grandes orientations, la réintégration du syndicat et de la CGT dans les commissions de modernisation. Et en fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est que
c'est l'apparition de la progression des équipements collectifs, les efforts de correction des inégalités sociales et régionales, l'attention qui se porte sur les problèmes de répartition des fruits comment dire, de l'expansion, pour utiliser le langage du commissaire au plan Pierre Massé, le partage du surplus, la part à réserver aux services collectifs dans l'ensemble des dépenses de consommation. Sans exagérer, je dirais, mais vous savez qu'avec le plan, la France est le seul pays du monde où le communisme a réussi. Exactement. Mais, Exactement. oui, mais Exactement. Mais, on peut. et ça, faut aussi rappeler que tous les grands projets technologiques et scientifiques, l'espace, le nucléaire, le transport rapide, ont été juste, même la fusion, hein. La fusion nucléaire, c'était la France sous De Gaulle qui l'avait lancée. Et Oui. donc, tout ça a été fait dans le cadre de ce plan-là. Et ce sont donc des projets après qui ont eu des retombées extrêmement positives sur beaucoup de secteurs, dont l'industrie. Alors là, c'est ce que vous évoquez, c'est comment dire, c'est directement les résultats et les réalisations absolument extraordinaires du sixième plan de 1971 à 1975. Et là, c'est l'impératif industriel avec les programmes nucléaires, le TGV. Ça avait été voulu par le général de Gaulle, c'était confirmé par le président Pompidou qui lui a succédé. Et puis à la première fois apparaît la notion de fonction collective. C'est très important, ça, qui élargit le champ de la planification des équipements collectifs. Vous avez la ligne de Turbotrain, qui était le premier nom du TGV qui reliait Paris-Lyon en 2 heures. Hein, avant, on prenait le train de nuit. Hein. Ça a été confirmé en 1972 par le ministre des Transports Robert Gallet. Il y avait eu, comment dire, ces trains ont passé de 220 km/h à 300 km/h. Voilà. Enfin bref, on passait à d'autres choses, des investissements qui étaient absolument extraordinaires sur, par exemple, les liaisons intérieures aériennes avec les constructions d'avions, la compagnie Air Inter. On a tous voyagé sur Air Absolument, Inter. ouais, ouais. Le conseil interministériel du 26 mars 71 qui avait finalement décidé le principe de la construction d'une liaison Paris-Lyon en moins de 2 heures, voilà, qui a été jugé rentable. Enfin bref, ça a fonctionné. Et puis alors, vous avez, alors là, on aborde des choses qui sont extrêmement importantes avec un patrimoine industriel et des usines très performantes, les usines Alstom à Belfort, par exemple, qui ont construit, comment dire, le fameux TGV, qui était l'héritier du troisième génération des turbotrains, des turbines à gaz. Voilà, ça a parfaitement fonctionné, toutes ces choses-là. Et puis alors, un potentiel d'exportation a même intéressé les États-Unis, par exemple, et qui a fait plus qu'intéresser les États-Unis. Mais D'accord. dans un autre ordre de choses, vous avez eu, avec EDF, l'accélération du déploiement du nucléaire, avec des réacteurs. C'était le fameux Ambroise Roux qui avait décidé dans la presse un accord de rationalisation avec son ex-associé Alstom, Thomson Brandt et la CGE, voilà, pour, comment dire, pour créer en fait des chaudières, des turbines à vapeur, enfin des choses absolument extraordinaires. Autrement dit, bref, la France est entrée dans la compétition internationale, une division très dure et mondiale du Mais travail, mais dans donc, laquelle elle avait sa place. Voilà. absolument. Alors là, j'aimerais bien le pilier central de tout ça, et vous me corrigerez, je parle, si je me trompe, je parle sous votre contrôle, c'est en fait la politique financière de contrôle de la monnaie et de la création monétaire qui a irrigué, disons, ce tissu industriel, agricole, qui a permis à la France de se développer et de se reconstruire rapidement. Alors, sous De Gaulle, la situation de ce qu'ils appelaient la répression financière, donc, est associée donc avec un faible développement des institutions financières voulues, hein, et des marchés Oui, financiers voulus. Donc, elle a caractérisé l'économie française donc sous la présidence de De Gaulle et a perduré quelques années sous ses successeurs avant qu'elle soit abandonnée, malheureusement, sous Giscard d'Estaing puis Mitterrand. Donc, le premier avec l'abandon de la loi sur la création monétaire, c'est ce on appelle dite la loi de 1973 qui oui, permettait avant donc au Trésor public de demander une escompte à la Banque centrale ou la Banque de France. C'est ça qui a irrigué. Et puis le second, en 1984, avec l'abandon de la loi sur la séparation des activités des banques,
C'est un peu l'équivalent français de la loi Glass-Steagall Act américaine instaurée par Roosevelt en 1933. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Parce que justement, quand on joint les deux aspects, d'abord, l'économie, c'est d'abord l'économie réelle et la finance en particulier dans tout ça, elle est au service de l'économie nationale, de l'intérêt général et du bien commun. Et c'est pas l'inverse, c'est pas la société qui est au service de la finance. Alors, pouvez-vous donc nous expliquer tous ces principes qui ont fait justement la différence et qui sont diamétralement opposés par rapport à l'économie d'aujourd'hui? Et est-il urgent de remettre ces lois de la régulation et du contrôle financier public au centre de l'économie actuelle pour soumettre la finance au bien, aux exigences du bien commun et de l'intérêt général? Alors, c'est plus qu'un vœu pieux, mais c'est une réalité. C'est une Soumettre nécessité. Oui, c'est une nécessité, bien évidemment. Mais comment dire, les structures financières qui ont été abandonnées, que vous évoquiez, l'abandon de la loi sur la création monétaire, l'abandon de la loi sur la séparation des activités des banques, vous ne pourriez pas, comment dire, rétablir cela en l'état sans avoir rien changé d'un seul coup. Bien Voilà, parce que sûr. simplement parce que le monde financier a évolué. Voilà, c'est très simple. Mais Mhm. il y a quand même dans l'idée, l'idée générique, l'idée fondamentale, c'est pour qu'un pays réussisse à mettre en place sa politique économique, sa politique financière, il doit avoir un contrôle intégral de sa monnaie. C'est tout. Et là, actuellement, en Sans France, quoi, aucun pays n'a une souveraineté. Si on n'a pas le contrôle de sa monnaie, on n'est pas souverain, exactement, mais même si c'est on exactement fabrique la un même million chose. de missiles par seconde. Voilà. Et, euh, et voilà, donc en fait, une remise en place de la régulation du contrôle financier public au centre de l'économie actuelle pour soumettre, je vous cite, hein, la finance au bien commun à l'intérêt général, mais je dirais oui, trois fois oui. Mais ça passe par des décisions qui sont extrêmement simples. Vous savez, actuellement, vous auriez un nouveau dirigeant qui arriverait en France et qui dirait, écoutez, maintenant, on va arrêter la politique de l'open bar. Il y a des choses très bien dans la construction européenne, mais maintenant nous allons décider de ne choisir uniquement que ce qui nous intéresse et qui, comment dire, est conforme à l'intérêt immédiat de la France, par exemple. Considérant, par exemple, que vous avez d'autres pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou qui n'ont pas adopté l'euro et qui eux-mêmes ont compris à la fois les intérêts, les avantages et les inconvénients qu'il y a à se mettre dans un grand bouillonnement où on ne sait plus qui est qui fait quoi, qui gouverne quoi. Vous avez par exemple une dame comme Madame van der Leyen qui normalement ne devrait pas être au poste qu'elle est là actuellement, c'est Mhm. arroger des pouvoirs qu'elle n'a pas, qui ne lui ont été jamais donnés. Enfin bref, autrement dit, il y a un moment donné où dans une souveraineté économique et financière, il faut piocher et ne retenir que ce qui vous intéresse. La France, à cet égard, a une position qui est extrêmement particulière. Ce n'est pas la Grèce. On ne peut pas lui imposer, par exemple, comment dire, des remèdes de cheval, comme ça a été le cas à un moment donné, où on a tout simplement mis à plat un malheureux pays qui, lui, vivait effectivement au-dessus de ses moyens, croyait-il. Mais voilà. Mais il y a tout simplement en France une possibilité de dire, voilà, d'imposer une nouvelle politique en disant, voilà, en ce qui concerne la contribution de la France au budget européen, c'est non, c'est terminé. Voilà. Parce qu'en fait, on paye plus que ce qu'on reçoit. Voilà. Et là, vous verriez d'un seul coup s'effondrer tous les piliers de cette pseudo-Union européenne qui a, comment dire, qui a totalement dérivé. Vous avez par exemple, j'allais dire, à la Banque centrale européenne, une banque centrale indépendante, ça ne doit pas exister. Voilà, c'est très compliqué, mais il ne doit pas y avoir de banque centrale indépendante parce que une politique financière, c'est une politique euh, Public. déjà avec public et avec des orientations publiques. Et certainement pas avec une banque qui répond, j'allais dire, à des intérêts étrangers qui ne sont pas du tout compatibles avec ceux qui sont les intérêts européens immédiats et nationaux de chacun des pays qui constituent l'Union européenne. Vous me direz que c'est pas très facile parce que, j'allais dire, par exemple, dans la Fédération de Russie, la Russie ne fait pas exactement ce qu'elle veut avec la Banque centrale de Russie non Absolument, plus, hein. absolument, absolument. Il y a C'est de très sérieux problèmes même ici, même le président l'a reconnu dernièrement.
Oui, oui, voilà. Quand la Banque centrale, soi-disant avec son statut indépendant, elle impose 21%, 21% de taux d'intérêt pour l'argent qu'elle met dans le système. Et quelle est l'industrie qui pourrait se développer ou l'agriculture qui pourrait se développer dans ces conditions? Alors, À il y en a quand part, même qui ouais, ça se développe quand même. Parce que si vous regardez, par exemple, les études qui ont été faites par nos oui, excellents oui, collègues de il n'y a l'Institut de pas de souci. prospective. Il n'y a pas de Voilà. souci. Voilà. Dans les 3 dernières années, oui. Mais là, avec le retour de ces taux-là, même le président a reconnu que on était en train de mettre l'économie russe au frigo, de la refroidir complètement. Oui, voilà. Mais bon, je pense que là aussi, des mesures vont être reprises parce qu'elles vont s'imposer d'elles-mêmes de toute façon. Voilà. Alors, le contrôle financier, bah, évidemment, il y a un moment donné, j'allais dire, il faut arrêter, il faut empêcher tout simplement les vautours de venir se servir, hein. Voilà, Absolument. c'est très simple, hein. Voilà. Je crois que vous avez. Alors, c'est comment dire, c'était le sens de votre question, hein, sur la Oui. planification indicative. Donc, Voilà. maintenant, c'est-à-dire que quand on met les deux choses à la fois, c'est très intéressant de voir comment ces plans, et avec le contrôle de la finance, ce qui a permis à développer la France et la reconstruire rapidement, c'est ça qui lui a donné le statut international de force d'équilibre entre les deux blocs Est-Ouest. C'est-à-dire que même sur sa politique extérieure, c'est cette politique-là économique qui lui a donné la force, aussi bien sur le plan industriel que militaire, pour s'imposer, avoir une place dans le concert des nations. Oui, oui. Quelle est votre question? Donc, je voulais justement, la question c'est par rapport à ce qui se passe actuellement. Si en fait, c'est tout à fait l'inverse. Il y a une espèce d'érosion de la politique extérieure, mais qui est directement liée justement à l'érosion de ce qui se passe à l'intérieur, notamment sur le plan économique. Oui, et donc, Et donc, que faut-il faire dans cette situation? il faut changer les gens, tout simplement. Une nouvelle équipe politique, une nouvelle équipe gouvernementale, un nouveau système de pensée. Voilà. Mhm. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a un moment donné où quand vous ne pouvez pas fonctionner avec c'est comme si, par exemple, les vieux schémas finissent par être totalement obsolètes. C'est comme si je voulais relancer, par exemple, le réseau ferré français en me fondant sur ce qui était fait au tout début du chemin de fer en France. Non, non, ça a changé. Le matériel a changé, les voies de communication ont changé, tout, c'est pareil. Et là, on est exactement on est exactement dans la même situation. Nous avons, vous savez, comment dire, il y a très longtemps, on avait parlé de comment dire, de la société bloquée en France. Voilà, ben, elle est bloquée depuis un petit moment quand même. On a parlé des 30 Glorieuses. C'est terminé tout ça. On va repasser sur autre chose. Ça reviendra d'une autre manière, hein, mais il faut pas Absolument, essayer de. absolument. Voilà, Il c'est tout. s'agit juste de voir les principes Mais sur ce lesquels sont se sont appuyés et de enfin, de se poser la question si s'ils sont réimplémentables aujourd'hui. Dans l'idée moi personnellement, hein, Mm. dans l'idée d'une planification indicative ou j'allais dire de manière concertée, vous auriez des dirigeants politiques, un véritable gouvernement qui gouverne et qui dit voilà, nous avons ici des orientations, voilà dont nous disposons financièrement comme ressources actuelles, comme ressources qui peuvent être levées, voilà les urgences qui peuvent être, voilà. Voulez-vous, pensez-vous, êtes-vous capable de comment dire, comment dire, de retenir tel ou tel projet? Je pars par exemple euh, euh, le logement en France, qui est un véritable serpent de mer, par exemple, voilà, ou des nouvelles voies de communication. Vous voyez, par exemple, à côté de chez moi, on est en train de penser, par exemple, il y a un très bel ouvrage de voie ferrée qu'on veut transformer en piste cyclable. C'est complètement stupide. Voilà, c'est très joli, hein, les pistes Mm. cyclables, ça va le dimanche après-midi, mais ce serait beaucoup plus intelligent de remettre un maillage de chemin de fer qui faisait que jusque dans les années 1950 en France, les gens n'avaient pas de voiture, mais vous pouviez aller quasiment d'un endroit à un autre partout grâce au train et au chemin de fer.
Voilà. Ouais, ouais, Et ouais. ça, vous avez en fait, je veux dire, de l'énergie comment dire, à foison en France. Très Mm. récemment, comment dire, si vous regardez sur YouTube, vous avez un entretien qui a été donné par l'ancien directeur de, comment dire, de l'EDF, Monsieur Henri Proliot, qui vous explique ce que pourrait être une nouvelle politique nucléaire en France, où, j'allais dire, il y a tout ce qu'il faut. Et ça revient tout simplement à retrouver une réelle souveraineté nationale, une souveraineté comment dire, énergétique, plutôt que de, comment dire, de produire, de vendre, comment dire, à l'étranger du courant électrique. On a tout ce qu'il faut pour nous, pour faire en sorte, en fait, en réalité, que nous ayons une électricité quasiment gratuite avec tout le système, le parc électronucléaire dont nous Absolument. disposons Absolument. actuellement. Là, on a tout ce qu'il faut. Absolument. Mais ce sont des choix. Il Absolument. il faut cesser de vendre le pays à l'extérieur. Vous savez, il y a des pays, je ne vais pas les Justement, citer, justement, pour développer cette idée, je vais vous poser la dernière question, parce que il y a la politique économique, donc des Trente Glorieuses, la période de forte croissance économique qu'a connue la France après la Seconde Guerre mondiale, peut-elle servir de modèle aux pays alors africains ça, c'est une bonne question. Alors là, qui sont en train d'essayer justement de se libérer et d'avoir et de construire des économies en partant du principe là de souveraineté nationale. oui, alors vous savez, comment dire, l'Afrique n'a pas attendu hein, le général de Gaulle comment dire, les Trente Glorieuses ou la planification économique pour pouvoir, comment dire, initier ses propres modèles comment dire, de développement avec toute l'expérience comment dire, qu'elle a fini par accumuler depuis une cinquantaine d'années. Vous avez des dirigeants africains, des administrateurs, des hauts fonctionnaires et autres qui, avec leurs collègues européens, leurs collègues français et autres, ont parfaitement Mhm, compris, je dirais, les choses intéressantes à retenir et puis celles à éliminer. Je pense par exemple à un moment donné, vous savez, il y avait eu, comment dire, cet économiste français qui avait développé en Algérie, par exemple, le concept des industries industrialisantes, par exemple, où mhm. il fallait passer par l'industrie lourde, il fallait par... Bon, ça s'est fait, bien C'est de évidemment. Bernice. De Oui, d'Étienne de Bernice. Bernis, effectivement. Voilà, ça s'est fait, mais prendre d'un seul coup, transplanter, par exemple, le modèle soviétique comment dire, qui s'est pas fait, comment dire, sans difficulté, comment dire, à l'économie algérienne naissante, ça s'est pas fait sans, comment dire, sans tâtonnement, sans difficulté, sans ratage, mais aussi avec aussi des succès. Voilà, on va Absolument, pas dire, absolument. voilà, ce sont des choses qui sont. Mais bon, petit à petit, chacun adopte les modèles. Voilà. Et alors, pour répondre à votre question sur le modèle des Trente Glorieuses, la planification économique et autres, on voit par exemple dans le développement économique, je prends le rapport, comment dire, qui a été fait par comment dire, la Banque africaine de développement et le projet de développement économique Afrique 2025, on voit comment l'Afrique en fait a vu l'émergence avec succès de plusieurs plans de développement économique qui visent à stimuler sa croissance et surtout à renforcer l'intégration régionale. Alors là, quand on dit l'Afrique, non, mais attendez, il faut regarder, on parle d'un continent dans lequel vous pouvez mettre tout complet la superficie des États-Unis d'Amérique et de la Chine. Alors, on ne se rend pas Mhm. bien compte quand même, hein. C'est quand même Absolument, donc. absolument. Ah oui, 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 c'est gigantesque. Alors, vous me direz, il y a des grands déserts, tout ce que vous voulez et tout, c'est vrai. Mais enfin bon, Même le euh, désert est riche. Est et le riche désert est riche. en eau souterraine, en gaz, en pétrole, en Il y a matières tout ce qu'il premières. faut. Il y a tout ce Voilà. qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on a découvert et qui est sorti dans les années 1960, là, vous savez que le désert est riche. Mais quand on voit, par exemple, le rapport Africa Outlook, par exemple, 2025, on voit actuellement que 44 pays d'Africains devraient dépasser leur performance de 2024 avec des taux de croissance qui sont impressionnants. Alors, je cite, non pas au hasard, mais les uns après les autres, hein, en balayant tout le continent, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tanzanie, le Rwanda, même la Libye, et puis l'Ouganda et l'Éthiopie, et qui sont des pays qui ont mis en place des stratégies ambitieuses pour accélérer leur développement économique, avec justement inspiré du plan. C'est le plan Maroc vert, par exemple, c'est
la stratégie d'industrialisation, le plan d'accélération industrielle au Maroc. Le Maroc, c'est quand même une sacrée locomotive, hein, et Mhm. ça vise à moderniser des secteurs agricoles, à diversifier des activités économiques et à attirer avec succès des investisseurs étrangers, par exemple, hein. La Tanzanie, que je citais à l'instant, a surpassé le Kenya en tant que principal exportateur régional. Vous voyez, avec des perspectives macroéconomiques robustes. Et c'est pourquoi? Parce que c'est l'intégration au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Le Sénégal, c'est un peu plus difficile, mais avec sa stratégie Vision 2050, elle vise, et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, à tripler le revenu par habitant grâce à des zones économiques dédiées. Et en Mhm. fait, on voit comment la Banque africaine de développement a mis en place l'importance de l'intégration régionale. Elle renforce la connectivité des infrastructures, elle encourage le commerce, l'investissement transfrontalier. C'est vraiment comment dire, l'intégration financière qui se fait. Alors, il y a quelque chose qui est actuellement encore un peu en train je dirais, de patauger, et c'est la zone de libre-échange continentale africaine, hein, la fameuse ZLECAf. Oui, Là, oui. acronyme terrible, ça. C'est qui pourrait offrir de nouvelles opportunités de croissance économique avec une intégration régionale renforcée, un essor du commerce intra-africain. Alors là, vous avez les nouveaux États là, qui, comment dire, qui ont fait une nouvelle transition politique, là, les États du Sahel. Là, ils sont un peu en train de se chercher là. Mais bon, ça va trouver. J'ai confiance dans ces dirigeants, hein. Ce sont des hommes jeunes qui ont des idées, qui finiront par, comment dire, intégrer comment dire, des paramètres extérieurs et des paramètres intérieurs. Et puis vous avez des pays, par exemple, qui sont, j'allais dire, des géants économiques comme le Nigeria, par exemple, mais d'autres un peu moins importants, mais qui fonctionnent partout, hein, que ce soit au sud du Sahara, au nord du Sahara, hein. Je pense, comment dire, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. C'est le développement de l'économie numérique, les infrastructures de santé, les marchés de l'énergie, des minéraux, l'industrie pharmaceutique, les industries légères, le transport, la logistique. Mais il, il y a tout à faire là encore, hein. C'est Oui, vraiment, oui. D'accord. voilà. Non, mais la planification, oui, oui, elle a encore de bons jours devant elle, hein. Il s'agit tout simplement de déterminer des orientations stratégiques L'un des, et le l'un reste, des, l'un des meilleurs exemples justement sur les deux principes-là de la politique gaulliste, parce que c'est ça que je voulais, oui. c'est le paradigme sur les deux béquilles sur lesquelles se repose ce paradigme. D'abord, c'est le contrôle et la souveraineté financière et monétaire, le contrôle du secteur financier et de la création monétaire. Deux, la planification au service de l'intérêt général. Donc, Et euh, surtout, la disparition de la répression financière et de la fiscalité qui détruit tout. absolument. C'est Alors, partout. Voilà pour tous les pays. chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Renaud Bouchard, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup, cher Kamal. Merci, chers auditeurs.